Salut à tous, c'est Julien, vous regardez le Vintubateur, merci. Avant de commencer l'émission, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, et puis à ne pas hésiter à mettre un petit pouce bleu en l'air à la fin de la vidéo si celle-ci vous a plu, et aussi de la partager sur vos réseaux sociaux. Comme vous avez pu le voir dans la petite intro que j'ai fait, aujourd'hui on va parler des étiquettes de vin. Alors quand je parle souvent avec des gens autour de moi qui disent ne pas s'y connaître en vin, ils me disent très souvent qu'ils se réfèrent surtout à l'étiquette pour faire leur propre choix. Pendant très longtemps, j'ai dû vraiment mordre les lèvres et réfréner mon envie d'expliquer que ce n'était pas l'étiquette qui faisait le vin. Puis en y réfléchissant un petit peu, en prenant du recul, j'ai compris à quel point c'était une réaction complètement normale et à quel point le visuel était super important dans le marketing des vignerons. Alors, au-delà de l'étiquette, tout ce qui n'appartient pas à l'expérience gustative est importante dans la décision d'achat du vin. On pourrait parler du choix de la bouteille, lourde, fumée, couleur verte, même du choix de la capsule, en étain, complexe, de la couleur de celle-ci, etc., etc. Mais pour cette vidéo, j'ai vraiment voulu m'arrêter sur le cas de l'étiquette parce qu'elle est vraiment symptomatique du choix du consommateur. Je vous invite, pour les anglophones, à aller déjà regarder la vidéo d'Underneath the Bottle. Je mets un lien ici qui parle de ce sujet, qui a parlé de ce sujet il y a quelques semaines. Alors, selon les études, le visuel rentre à 80% dans la perception du message d'un produit disponible à la vente. Et si on reprend notre sujet de base à nous, qui est le vin, c'est donc bien l'étiquette qui est le facteur majeur de décision dans l'achat. Il faut bien reconnaître que depuis 20 ans, notre perception du vin a beaucoup évolué, et donc les étiquettes aussi. La France et l'Europe plus généralement étaient restées plutôt traditionnelles pendant des décennies, voire vieillottes. Les marchés étaient axés sur des clientèles plutôt âgées, et les châteaux préféraient cultiver un petit peu l'aspect très traditionnel. Mais dans le sillage de la mondialisation des échanges, avec l'ouverture des frontières, l'arrivée des vins, notamment du Nouveau Monde, a complètement changé la perception des vins. Complètement décomplexés, sans le poids des traditions, les USA, l'Argentine, le Chili, voire l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, nous ont apporté des bouteilles au packaging super innovant qui ont complètement brisé les codes traditionnels, jusque dans ce qui se trouvait dans les bouteilles, avec des vins soit très riches, très opulents, ou à l'inverse, très souples et très simples à appréhender. En France, le premier vignoble à avoir vraiment compris qu'un certain avenir se proposait dans cette démarche de démystification du vin, c'est le Languedoc. Avec une climatologie proche de celle des vins du Nouveau Monde, ils ont vraiment réussi à reproduire ce schéma de vin fun. Avec une image complètement à refaire, puisque depuis très longtemps catalogué comme vin de piquette, les vignerons de cette région ont entamé une profonde refonte de leur offre. Parallèlement à ça, tout cela n'a pu se produire que aussi grâce aux avancées technologiques, et je n'aime pas trop ce mot, de l'œnologie moderne, du moins de l'aide d'œnologues qui ont entrepris de parcourir le monde pour ramener en France un savoir-faire qui collait un peu plus aux attentes des nouveaux consommateurs. Tout convergeait donc vers cette nouvelle offre, et le marketing visuel dont l'offre technologique a aussi su évoluer, merci au numérique, allait jouer une place très importante dans cette stratégie. Dans le début des années 2000, Bordeaux s'empare un petit peu de cette nouvelle mode et commence à redesigner ses profils produits et ses étiquettes. Alors tout d'abord dans un style très épuré, délaissant un petit peu le lettrage gothique pour des calligraphies beaucoup plus aériennes. La célèbre bâtisse là, perdue au milieu des vignes qui faisait tant rêver nos aïeux a disparu et puis a laissé place à des formes plus géométriques, voire complètement abstraites, si ce n'est des fois complètement minimaliste, et c'est vraiment ce qui correspondait à l'ère du temps. Petit aparté, à cette époque, il faut savoir aussi que c'était un petit peu l'émergence des seconds vins, sur lesquels les châteaux pouvaient laisser aller leur créativité, puisque c'était des terrains complètement vierges. On avance un petit peu plus dans le temps, et le dernier phénomène qui, on va dire, bouscule les codes, c'est celui des vignerons dits alternatifs, qui sont sortis du système de production intensif, pour faire des vins plus naturels, plus respectueux de leur environnement.
L'aspect extrêmement revendicatif de ces vins implique forcément une position aussi très marquée sur l'étiquette. Quelle conclusion peut-on tirer aujourd'hui de cette nouvelle façon de présenter son vin? Je ne vais pas trop me mouiller, je vais couper la poire en deux pour vous dire que l'étiquette en fait elle a deux fonctions. Soit elle sécurise le consommateur par son aspect très séculaire et par là revendique des valeurs de terroir et de tradition. Soit par contre elle bouscule complètement les codes et véhicule de nouvelles idées. Elle fait fi des traditions et propose plus une dégustation avant l'heure, comme un petit peu je dirais la bande-annonce de ce que l'on va boire. D'un côté comme de l'autre, elle joue son rôle de sélection naturelle en répondant au code que le consommateur lui-même se sera fixé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager sur vos réseaux sociaux, c'est super important pour moi. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao, portez-vous bien.